Donc, je commence par me présenter. Je m'appelle Prune Gilbert. Je suis chargée de mission eau et environnement donc à la FRAN. La FRAN, c'est la Fédération de la région Auvergne Nature Environnement. Donc, on existe depuis 1982. On est une fédération d'associations et dans le cadre d'un partenariat avec l'Agence de l'eau, nous vous proposons donc ce webinaire Initiation à la gestion de l'eau. C'est vraiment un premier échange, un premier webinaire qu'on propose donc à destination des élus, des collectivités. Donc voilà, n'hésitez pas après à me faire un retour à la fin du webinaire. Donc, pour commencer, je vais vous demander donc de laisser vos micros fermés et de éventuellement poser vos questions dans le chat. Si ça vous convient ainsi, je ferai la présentation. Si je vois qu'il y a des questions qui demandent une réponse immédiate, je la ferai. Sinon, on aura un temps de réponse, questions-réponses à la fin. Voilà, je débute. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de comprendre un petit peu les bases du fonctionnement de la gestion de l'eau en France, de pouvoir identifier les acteurs principaux et identifier quelques leviers d'action. Donc, c'est vraiment une initiation. On ne va pas aller dans le détail profond de chaque outil que je vais vous présenter, mais vraiment vous ayez une idée du panel qui existe. Donc, le programme, on va commencer par pourquoi on gère l'eau, quels sont les enjeux en fait de la ressource, quels sont les outils et le cadre de la gestion de l'eau en France, quel est le rôle donc aussi des collectivités locales et territoriales, donc votre rôle à vous, et ensuite, donc, comme je vous le disais, un temps de questions-réponses. Donc, pour commencer, je vais vous demander de me mettre, du coup, en effet, dans le chat, quelques petits mots auxquels vous pensez quand on vous parle donc de gestion de l'eau. Quels sont les mots qui vous viennent en tête? Je vous laisse quelques instants. D'accord, usage et climat, avec notamment les études HMUC, donc OK. Structure et contrôle, sécheresse et restriction d'usage. OK, très bien. Ressources vitales, OK. OK. Bon, bah, consommation, alimentation et agriculture. Les inondations. Donc, les inondations, je vais vous l'évoquer, mais c'est vrai que la gestion des inondations mériterait un webinaire à lui tout seul. Donc, je vais rapidement l'évoquer, mais ça ne va pas vraiment faire partie principalement du sujet d'aujourd'hui. Économiser notre ressource en eau, en effet. Donc, par exemple, pour la consommation, l'alimentation, l'agriculture, hein, si on reprend un peu les autres mots, notamment avec les sécheresses également. OK. Eh ben, on va voir un petit peu tout ça. Donc, on va commencer par le premier aspect. Donc, pourquoi gérer l'eau et les enjeux de la ressource en eau. Donc, tout d'abord, je vous pose une définition. Hein, donc, il y a une définition de l'OFB. Voilà, l'eau, c'est une ressource vitale et limitée. Certains l'ont évoqué dans le chat. En effet, c'est une source donc potentielle d'approvisionnement en eau permettant
de satisfaire les besoins en eau liés à certaines activités humaines. Cette ressource peut être artificielle, comme un canal, ou naturelle, comme les cours d'eau, les lacs, les océans. Si on regarde la définition de l'eau, de la ressource en eau au niveau juridique, hein, donc c'est l'article 1 de la loi sur l'eau de 1992. Donc l'eau, ça fait partie du patrimoine commun de la nation. Donc sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable dans le respect des équilibres naturels sont donc d'intérêt général. Donc ça veut dire que c'est une ressource rare et limitée qui a de nombreux usages. On va revenir dessus juste après. Qu'il faut qu'il y ait un principe de solidarité entre les usagers afin que tout le monde ait accès à la ressource et qu'on doit prendre l'eau en compte l'eau sous toutes ses formes, donc en tant que ressource vitale, en tant que ressource pour les écosystèmes, en tant que support pour des activités, etc. Comment est répartie la ressource en eau sur notre planète? Donc, la ressource en eau, c'est 3% d'eau douce pour 97% d'eau salée, hein. Donc ça, c'est je pense, des ordres de grandeur que vous connaissez. Dans cette eau douce, il y a une grande partie de l'eau qui est dans les glaciers, hein. Environ 76% de l'eau douce est dans des glaciers, donc non utilisable pour nos activités ou pour les différentes activités. Il y a une partie donc, qui est environ 1,47 qui est en eau de surface, donc dans les lacs, les rivières. Il y a une partie infime qui est dans l'air, d'accord? Et une partie assez importante aussi qui se retrouve sous terre, donc dans les nappes d'eau souterraines. Certaines sont accessibles, certaines ne sont pas accessibles. Ce qui fait qu'il y a moins de 1% de l'eau présente sur Terre qui est accessible pour la consommation, sans en prendre en compte la qualité, parce qu'il y a des eaux aussi qui sont également trop polluées pour être consommées. Donc en réalité, on est vraiment en dessous des 1%. Les différents usages donc, de cette ressource en eau, on a 4 grandes catégories d'usages, donc que vous avez d'ailleurs évoquées pour certains donc dans le chat, c'est l'agriculture, l'industrie, les usages domestiques et les usages liés au loisir. Si on regarde les différents usages et les prélèvements en comparaison à la consommation, on voit qu'il y a des différences. Par exemple, les refroidissements des centrales électriques en France, ça représente 51% des prélèvements, mais ça représente seulement 12% de la consommation. Ce qui veut dire que dans les centrales, vous le savez, hein, l'eau, elle fait que passer quelque part pour refroidir la centrale. Bien évidemment, une partie est évaporée, c'est cette partie hein, que représente environ les 12%. Et si on compare par exemple à l'agriculture qui en termes de prélèvement représente seulement 9%, en fait, on se retrouve avec 58% de consommation. Voilà, donc c'est l'eau qu'ils utilisent est entièrement ou quasiment consommée, en totalité consommée, elle n'est pas rendue au milieu tout de suite. Donc voilà, on voit aussi des différences sur la production d'eau potable, hein. Ça représente 16% des prélèvements, mais 26% de la consommation, puisque c'est pareil, on ne la rend pas au milieu immédiatement. Donc j'espère que vous comprenez bien cette notion, cette différence entre le prélèvement et la consommation d'eau qui donc ne représentent pas les mêmes volumes. Donc, tous ces différents usages, ils entraînent des pressions sur la ressource en eau. Et donc, ces pressions peuvent avoir un impact plus ou moins positif ou négatif. Enfin, en tout cas, là, on va plutôt parler des impacts négatifs sur la ressource. Donc, ça peut avoir un impact sur la qualité de l'eau, donc la qualité physico-chimique, ce qui va être la température, le bilan en oxygène, les matières en suspension, les micros et les macropolluants. Donc, on peut se retrouver avec des micros ou macropolluants donc, dans l'eau suite à nos activités. Ça peut avoir un impact sur les indicateurs biologiques. Voilà, donc les pressions, elles ont différents impacts vraiment sur la qualité de l'eau.
Sur la quantité aussi, hein, les prélèvements peuvent en avoir un impact sur les débits dans les cours d'eau, les ASEC, etc. Ils peuvent avoir un impact sur l'hydromorphologie. Donc l'hydromorphologie, hein, c'est ce qui étudie, hein, la relation entre l'eau et les paysages, d'accord, hein, parce que l'eau façonne les paysages. Et donc, une activité peut avoir un impact sur cette hydromorphologie parce qu'on va construire une digue enfin, en tout cas, on va construire une structure, hein, qui peut avoir un impact sur l'hydromorphologie et donc notamment ça peut impacter la continuité écologique. Et donc tout ça forcément ça va impacter le fonctionnement des écosystèmes. Ensuite, il y a également le changement climatique qui vient s'ajouter aux pressions, qui va parfois renforcer du coup l'impact des pressions. Donc, on se retrouve, le changement climatique avec une augmentation des températures, hein, on le voit de plus en plus au fil notamment des étés, mais même là, ces temps-ci, c'est relativement doux quand même. Donc une augmentation des températures qui va entraîner une augmentation de l'évaporation, le bouleversement du fonctionnement des écosystèmes, parce que l'eau va plus se retrouver aux mêmes températures, hein, donc forcément les espèces présentes vont plus être les mêmes, voilà, le milieu va être complètement bouleversé par ce changement des températures. Ça va aussi entraîner une diminution des débits d'étiage, hein, donc l'étiage, c'est lorsque le cours d'eau est au plus bas, généralement en période estivale. Ça va aussi, on le sait, le changement climatique, il a un impact sur l'augmentation et l'intensité des événements extrêmes, donc des sécheresses, des inondations, des tempêtes qui sont plus fréquentes et plus violentes, plus intenses. Et bien sûr, une perte de biodiversité. Donc la perte de biodiversité due au changement climatique est une des 5 grandes causes de l'effondrement de la biodiversité, hein, qui a été identifiée par l'IPBES. Donc voilà, le changement climatique a un impact sur tout ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire du coup pour les territoires? Quel est l'enjeu pour les territoires du changement climatique? Eh ben, principalement, car une des causes du changement climatique, ça va être, enfin une des conséquences, pardon, ça va être l'accessibilité à une eau de qualité et de quantité suffisante pour les usages, hein. Donc c'est de plus en plus difficile d'avoir de l'eau en qualité et en quantité suffisante. Donc forcément, ça va entraîner des conflits d'usage, hein. Les différents usagers que nous avons vus précédemment, donc pour l'agriculture, pour l'industrie, pour les loisirs, pour la consommation d'eau potable, euh, bah, il va y avoir des conflits parce que chacun veut avoir accès à l'eau. Donc ces conflits existent déjà, hein, j'imagine que vous le voyez dans vos territoires. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour les collectivités, pour les élus? Donc ces enjeux-là, ça veut dire que ben, les élus, il faut s'engager pour sécuriser l'approvisionnement en eau potable. Donc c'est garantir une accessibilité à l'eau, une eau disponible en quantité suffisante pour répondre aux besoins du territoire. Voilà, donc sur nos territoires, les ressources en eau potable sont principalement liées, enfin sont principalement issues des nappes alluviales d'accompagnement, de l'Allier, de la Loire. On a également, bien évidemment, des captages dans, dans les zones volcaniques, dans les nappes, pardon, voilà, qu'on retrouve dans les zones volcaniques. Donc, il faut aussi protéger cette ressource en eau pour la pollution, contre la pollution diffuse, hein, donc liée à l'agriculture, à l'industrie, à l'urbanisation. Il ne s'agit pas seulement d'avoir de l'eau, il s'agit aussi qu'elle soit en bonne qualité, hein, qu'elle soit de bonne qualité. Il faut s'assurer de la résilience des infrastructures, face notamment au changement climatique, hein. Il faut que les infrastructures résistent donc aux événements climatiques, par exemple.
Il faut aussi donc adapter la planification de la gestion de l'eau aux évolutions climatiques et également démographiques, parce on peut imaginer aussi que la démographie pardon, de nos territoires va évoluer, hein, notamment voilà, toujours avec le changement climatique. Et puis, il est indispensable pour les collectivités de préserver les zones où il y a des recharges naturelles en eau, donc notamment les zones alluviales et, comme je vous disais, les zones d'infiltration volcanique pour ce qui concerne nos territoires. Il faut également s'engager pour la préservation de la qualité des milieux aquatiques, donc maintenir ou restaurer une bonne qualité des rivières, des plans d'eau, des zones humides. J'en reparlerai tout à l'heure, mais c'est une obligation réglementaire. Il faut préserver donc la biodiversité et les continuités écologiques. Par exemple, l'Allier est un axe majeur de migration, donc notamment pour le saumon, mais pas uniquement, hein. Et donc, il peut s'agir de supprimer ou d'équiper les ouvrages afin de s'assurer de cette continuité écologique, de restaurer le lit des cours d'eau et les berges aussi, donc pour assurer le bon fonctionnement de l'écosystème. Et puis, il ne faut pas oublier que les zones humides, ce sont elles ont un rôle clé, hein, surtout en tête de bassin versant, ce qui est notre cas. Et donc, s'assurer voilà, qu'on peut avoir elles sont ce rôle clé donc, pour la régulation hydrologique. Ce sont des zones voilà, qui vont capter l'eau en cas d'inondation, en cas de crue, et qui vont remettre l'eau au milieu, redistribuer l'eau au milieu en période de sécheresse. Donc les zones humides ont vraiment un rôle clé aussi dans la qualité de l'eau, hein, parce qu'elles sont zones tampons, hein, donc elles retiennent les polluants, donc elles sont vraiment essentielles en tête de bassin. Ensuite, il s'agit aussi de réduire les rejets des polluants, donc notamment les rejets liés aux assainissements et aux eaux usées, mais également au ruissellement, à la gestion des eaux pluviales en milieu urbain ou rural. Et ensuite, on a les pressions sur les cours d'eau, donc notamment liées aux pollutions diffuses agricoles, aux assainissements non collectifs qui peuvent être non conformes, également aux perturbations morphologiques. Et en dernier lieu, il y a donc cette gestion des eaux pluviales et la prévention du risque inondation. Donc, un enjeu pour les territoires, c'est justement de limiter le ruissellement urbain et les inondations par des solutions fondées sur la nature. D'accord? Donc, il va s'agir de désimperméabiliser les zones qui peuvent l'être, de créer des noues pour voilà, retenir l'eau et capter l'eau en cas de forte averse, par exemple. Il va s'agir d'identifier en fait les secteurs qui sont exposés aux crues rapides ou aux débordements plus lents. Donc les crues rapides, on va retrouver ça notamment sur la Sioule, la Lannion, la Liamont, la Loire-Amont, et les débordements, donc, les crues donc plus lentes, c'est plutôt en plaine alluviale. Tout ça, c'est quand même aggravé donc, par l'évolution climatique que j'évoquais tout à l'heure, avec des orages plus intenses, des épisodes cévenols plus importants, notamment sur le sud du territoire. Voilà, donc il y a vraiment un enjeu important face au risque inondation. Et donc, c'est intégrer ces enjeux pluviaux et inondations donc, dans les documents d'aménagement, notamment dans les PLU, voilà, dans les projets de territoire, etc. Donc, si on reprend un petit peu les enjeux de territoire pour les élus, c'est une répartition juste et équitable de la ressource. Donc, en prenant en compte l'ensemble des thématiques, hein, donc aménagement du territoire, énergie, agriculture, il est essentiel de mesurer et de prendre en compte l'urgence climatique afin d'anticiper au mieux pour l'avenir. Et puis, bien sûr, les élus ont un rôle dans le respect des priorités
notamment, par exemple, en cas d'urgence, enfin de restriction d'usage, par exemple. Voilà, si on s'intéresse, à à septembre 2023, pardon, il y a eu, du coup, près de 87 du territoire français qui était concerné par des restrictions d'usage. Donc c'est vrai que là, il faut se dire comment notre territoire devient résilient face à ces événements climatiques et comment on s'assure, d'avoir accès à une ressource en eau pour répondre aux besoins. Voilà, donc j'espère que ça va pour l'instant, que c'est clair. Là, voilà, je vais passer à une partie, qui peut-être, vous maîtrisez peut-être moins, en tout cas, voilà, sur lequel on avance, donc les outils et le cadre, de la gestion de l'eau. Donc tout d'abord, je vais vous reparler de quelques petites notions introductives afin que tout le monde, ait les mêmes bases et les mêmes connaissances et voilà, que le vocabulaire, soit bien acquis. Donc tout d'abord, on va commencer par ce que c'est qu'un bassin versant. Donc un bassin versant, c'est si on prend la définition officielle, c'est espace qui collecte l'eau s'écoulant à travers les différents milieux, cours d'eau, lacs, étangs, zones humides, depuis la source jusqu'à son exutoire. Donc en fait, ce sont toutes les eaux qui tombent sur un territoire et qui se retrouvent, qui vont couler, ruisseler jusqu'à un même exutoire. Donc, par exemple, ça va être les eaux vont toutes couler vers, une rivière, une même rivière qui elle-même va dépendre d'un autre bassin versant qui va aller vers une autre rivière jusqu'au au fleuve et puis jusque ensuite, à la mer ou l'océan en fonction de la rivière. C'est là où on arrive sur le bassin hydrographique. Donc le bassin hydrographique, ils ont été définis en France. La France a été assez précurseur sur, cette gestion par bassin hydrographique. Donc nous, ça se passe depuis 1964 et donc les bassins hydrographiques, c'est vraiment, des grands bassins versants qui réunissent plusieurs, masses d'eau, hein, souterraines et superficielles, qui ont des caractéristiques, géomorphologiques assez similaires. Les bassins versants, enfin les bassins hydrographiques, pardon, se superposent très rarement aux limites, administratives. Mais, voilà, donc un seul bassin versant peut être concerné par, pardon, une seule région administrative peut être concernée par plusieurs bassins versants et inversement d'ailleurs, par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, on est concerné par, le bassin Loire-Bretagne, le bassin Dour-Garonne et le bassin Rhône-Méditerranée-Corse. Donc vous voyez, ça c'est les limites administratives n'ont pas forcément de cohérence, en tout cas, géographique et hydrogéographique. Hem donc voilà. Donc l'Auvergne, si on prend les départements auvergnats, ils sont, principalement en Loire-Bretagne, sauf le Cantal qui est principalement en Adour-Garonne, hein, bien qu'il y ait une partie qui soit en Loire-Bretagne. Toute petite partie du Puy-de-Dôme aussi est en Adour-Garonne et côté, Rhône-Alpes, donc la Loire, le département de la Loire est principalement concerné par, Loire-Bretagne, mais le reste, de Rhône-Alpes est principalement concerné par le bassin Rhône-Méditerranée, auquel on a ajouté la Corse, voilà. Donc on est sur 6 grands bassins en France. Et donc si on s'intéresse à comment a évolué, la prise en compte, de la gestion de l'eau, dans le droit français, comme je vous le disais, la France a été assez précurseur sur le sujet et donc dès 1964, on a eu donc cette gestion de l'eau, cette identification de gestion de l'eau par grand bassin hydrographique. Ça a été complété donc par la loi sur l'eau, de 1992 où là, on a créé les SDAGE, donc les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et les SAGE, schémas d'aménagement et de gestion des eaux, qui sont des outils à échelle plus locale. Je vais revenir dessus après. Et ensuite, il y a eu
la directive 4 sur l'eau, dite DCE, qui est une politique là, européenne de gestion de l'eau, qui s'est basée, voilà, qui s'est basée un peu sur ce que nous on faisait, donc par une gestion par bassin hydrographique, et qui surtout fixe les objectifs d'atteinte du bon état des eaux, donc initialement en 2015. Cette directive 4 sur l'eau a été retranscrite dans le droit français par la loi qu'on dit LEMA, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques. Cette loi, elle va notamment renforcer la portée juridique des SDAGE et des SAGE et donner des outils donc, pour atteindre ce bon état écologique, ce bon état des eaux. Ces dernières années, il y a eu également d'autres évolutions, donc notamment dès 2014-2015 avec la loi MAPTAN et la loi NOTRe, où les collectivités se sont vues porter la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, de l'eau et des milieux aquatiques, pardon, gestion et prévention des inondations. Puis la loi biodiversité, donc avec la création notamment d'abord de l'Agence française de biodiversité qui est depuis devenue l'OFB, l'Office français de biodiversité, qui est issu de la fusion d'organismes qui existaient déjà. Et la prise en compte donc de la protection des milieux aquatiques, la continuité écologique et les zones humides. Et puis, avec les alertes de plus en plus importantes liées au changement climatique, en 2021, il y a eu la loi climat et résilience. Et donc, c'était l'adaptation au changement climatique avec des objectifs de sobriété, de lutte contre les pénuries et les risques naturels. Donc, toutes ces lois qui concernent d'ailleurs l'eau sont regroupées principalement dans le Code de l'environnement, mais on peut aussi retrouver des éléments dans le Code rural, dans le Code de la santé publique, dans le Code de l'urbanisme. La gestion de l'eau est quand même beaucoup liée aussi à l'urbanisme, forcément, vu que nos aménagements ont un impact sur l'eau directe. Donc, si je reprends un petit peu ce que je vous ai dit, c'est vraiment un cadre institutionnel et réglementaire qui est pyramidal. On a en haut la DCE, la directive 4 sur l'eau, qui fixe du coup une politique communautaire et donc, ce que je vous disais, avec un objectif de bon état. Retranscrit donc en loi française, dans la loi française, pardon, dans la LEMA, sur la loi sur l'eau et les milieux aquatiques. Donc, avec une gestion intégrée de la ressource en eau, on renforce la portée juridique des SDAGE et des SAGE. Les SDAGE, donc, qui sont un outil de planification dont je vais vous parler juste après, et les SAGE, donc, qui sont là, par contre, à l'échelle du bassin versant. Donc, c'est un outil réglementaire cette fois, qui est donc une application du SDAGE à l'échelle locale. Et on a également des outils opérationnels comme les contrats donc, territoriaux de milieu, de rivière. Voilà. Et puis, il y a la GEMAPI également. On va voir un petit peu les différences entre tous ces outils-là. Ce qui entraîne une complexité de la gestion de l'eau, c'est en partie, au-delà des outils qui existent, c'est en partie aussi la multiplicité des usages, des usagers et la diversité donc des acteurs. On se retrouve avec des acteurs plutôt liés à l'État, comme l'ADREAL, bien évidemment le ministère de la Transition écologique. On retrouve les agences de l'eau, l'OFB, les préfectures, les DDT, l'ARS, l'Agence régionale de santé. Puis on se retrouve avec les usagers aussi, donc les citoyens, les usagers non économiques, les usagers économiques. Et on se retrouve aussi avec des accompagnateurs qui sont liés à l'État, mais comme l'Agence de l'eau, par exemple. Je vais bien évidemment vous redire un petit peu qui intervient à quel moment dans ces différents outils. Donc, la directive 4 sur l'eau, comme je vous le disais, elle a été établie en 2000 et c'est pour une gestion durable de l'eau. Elle fixe donc ses grands objectifs pour l'atteinte du bon état des masses d'eau, donc pour la préservation et la restauration de l'état des eaux superficielles et souterraines. Et donc, elle identifie pour toute l'Europe, du coup, une gestion par grand bassin
hydrographique, ce que nous, on faisait déjà depuis de nombreuses années. L'objectif d'atteinte du bon état des masses d'eau était initialement prévu pour 2015. Voilà, certaines masses d'eau ont atteint ce bon état en 2015, ou l'avaient déjà d'ailleurs, d'autres non, donc on a accordé du temps, 2017, 2021, 2027, en fonction donc, de l'état des masses d'eau. Donc comment on sait qu'un état, une masse d'eau est en bon état? Il y a une différence entre les eaux superficielles et les eaux souterraines, mais en fait, on va prendre un certain nombre de paramètres en compte qui définissent l'état écologique, donc lié à la biologie, à la physico-chimie et à l'hydromorphologie, et puis un état chimique, donc en fonction de la norme de qualité environnementale, donc de substances prioritaires et prioritaires dangereuses qu'on identifie. Si des deux côtés, si l'état écologique et l'état chimique sont bons, on va considérer que la masse d'eau est en bon état. Si l'état écologique et chimique est moyen, médiocre, voire mauvais, là, on va considérer que l'état final, du coup, enfin, la masse d'eau est mauvais. Pour les eaux superficielles, on va s'intéresser à l'état quantitatif. Donc, donc quel est l'état, quelle est la capacité de renouvellement de la ressource en eau en fonction des prélèvements. Donc, est-ce qu'on prélève plus d'eau que la capacité de renouvellement, ou est-ce qu'au contraire, on prélève moins d'eau que la capacité de renouvellement? Donc ça nous donne un bon état ou un état médiocre. Et on s'intéresse aussi à l'état chimique, donc pareil, on suit un certain nombre de paramètres chimiques et on voit les seuils, les valeurs, et ça nous donne un état bon ou médiocre. Là, on n'a vraiment que deux états, bon ou médiocre, et donc ça nous donne un bon état ou un état médiocre. Le stage. Donc, le SDAGE, c'est pour schéma directeur d'aménagement et des gestions de l'eau. C'est un outil de planification qui est engagé pour une durée de 6 ans. Il permet d'identifier les orientations pour atteindre donc ce bon état à l'échelle du bassin hydrographique, donc à l'échelle de Loire-Bretagne, de Rhône-Méditerranée-Corse, d'Adour-Garonne, etc. pour les autres territoires. C'est donc le socle vraiment pour une gestion équilibrée de la ressource sur les territoires. Il est accompagné donc d'un programme de mesures qui sont des actions réglementaires ou financières ou contractuelles pour permettre la réalisation, l'atteinte de ces objectifs de bon état. Les grands bassins sont ensuite découpés, eux, en sous-bassins qu'on appelle délégations et qui sont généralement centrés autour d'un grand cours d'eau. Donc, par exemple, la délégation Allier-Loire-Amont, voilà, ou la délégation du bassin versant de la Dordogne, si je prends ces deux exemples. Voilà, donc c'est vraiment comme le bassin hydrographique de la Loire. Après, on s'intéresse du coup au bassin hydrographique, enfin, au bassin versant, pardon, de l'Allier, voilà, qui est la délégation, par exemple, Allier-Loire-Amont, c'est des sources de l'Allier jusqu'à la confluence avec la Loire, au bec d'Allier. Voilà, et donc on va prendre en compte tous les cours d'eau qui se jettent du coup dans l'Allier sur cette partie. Donc, qui rédige le SDAGE? Qui s'en occupe? Donc, il y a un comité de bassin, c'est un véritable parlement qui est donc composé de différents parties prenantes. Donc, on retrouve bien évidemment les collectivités qui sont représentées, les usagers économiques et non économiques, et l'État, bien sûr, qui est là et qui s'assure donc d'une cohérence quand même entre les différents bassins hydrographiques. C'est constitué de commissions thématiques et territoriales. Voilà, donc après, les représentants participent à plusieurs commissions thématiques ou à toutes éventuellement, mais voilà, généralement, elles sont plus orientées vers leur propre spécialité. Et le comité de bassin est accompagné donc, de l'agence de l'eau qui va, lui, préparer et concevoir le SDAGE. Donc, en fait, ils vont faire des propositions au comité de bassin, c'est débattu en comité de bassin, et ensuite, l'agence de l'eau va rédiger le SDAGE.
Voilà, donc l'Agence de l'eau est un établissement public hein, qui aussi finance des actions de protection de l'eau et des milieux aquatiques. Ensuite, nous avons le SAGE. Donc, c'est schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Là, on enlève le côté directeur parce qu'on se retrouve à l'échelle du bassin versant. Donc, et le SAGE est donc un outil réglementaire. Il a une portée réglementaire. C'est la déclinaison locale du SDAGE. Donc, il doit être compatible avec le SDAGE. Il vise à concilier les différents usages de l'eau dans un objectif de préservation, bien évidemment, de cette ressource. Donc, il va donner des orientations à travers notamment un plan d'aménagement et de gestion de l'eau, un règlement, donc qui est l'outil réglementaire, hein, avec des cartographies, bien évidemment, avec un état des lieux et des rapports environnementaux. Ici, c'est piloté par ce qu'on appelle la CLE, la Commission locale de l'eau. Et donc, la clé, pardon. Donc, ce qui pilote le SAGE, il y a la clé et au sein de la clé, il y a un bureau, il y a des commissions thématiques, il y a des commissions parfois inter-SAGE, hein, bien évidemment. Donc voilà, la clé est présidée par un élu. D'accord? Donc, ça peut être un élu local ou régional. Et il est porté généralement par une structure publique, un établissement public territoire de bassin, une structure locale. Qui compose la clé? Un petit peu comme le comité de bassin, hein, il y a des élus. Alors, ce n'est pas dans les mêmes proportions, vous le voyez, mais il y a des élus, il y a des usagers économiques et non économiques, et il y a également l'État, à travers la LDT, la DREAL. Le rôle de la clé, c'est bien sûr d'élaborer le SAGE hein, en amont. Puis une fois que le SAGE est élaboré, la clé va émettre des avis, des décisions sur des projets qui concernent l'eau. Donc, on imagine l'aménagement d'une route. La clé, elle va rédiger, donc généralement c'est la structure porteuse hein, qui va faire une proposition d'avis et puis pareil, c'est débattu au sein de la clé et après la clé valide cet avis ou non, ou fait évoluer et ensuite c'est donné. Donc pour l'aménagement d'une route, comme je vous disais, la clé va éventuellement donner un avis positif ou négatif pour l'aménagement de cette route, proposer des améliorations, faire des préconisations. C'est un avis. Voilà. Ils vont bien sûr établir des bilans annuels d'avancement du SAGE, suivre l'avancement du SAGE et mener sa révision en cas de besoin. Et puis bien sûr assurer la communication sur le SAGE avec les élus et les usagers. Voilà. Conseiller également conduire des projets. Donc à travers notamment sa structure porteuse. Et la GEMAPI dans tout ça. Donc la GEMAPI, vous en entendez sûrement beaucoup parler, c'est pas un outil de gestion de l'eau, c'est vraiment une compétence, d'accord, qui a été définie par la loi MAPTAN en 2014 et donc qui donne aux communes hein, la compétence obligatoire donc de la gestion de l'eau, des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Cette GEMAPI est transférée généralement et même quasiment obligatoirement à l'intercommunauté, donc aux EPCI. Quel est le rôle de la GEMAPI? Enfin, quelles sont ses missions? Ses missions, c'est l'aménagement du bassin, ou d'une partie du bassin. D'accord? C'est aussi l'entretien et l'aménagement des cours d'eau, enfin, des masses d'eau, hein, de manière générale, y compris l'accès à ces cours d'eau. C'est la défense contre les inondations et contre la mer. Alors nous, on n'est pas concerné par la mer ici, mais voilà, c'est aussi la prise en compte donc des inondations et c'est la protection et la restauration des masses d'eau, donc des écosystèmes aquatiques, des zones humides, des cours d'eau et également donc des répiscives, les formations boisées riveraines des masses d'eau.
Et après, vous avez également donc des outils qui sont davantage opérationnels. Il y en a plusieurs. Je vais vous en présenter deux ou trois, mais voilà, il y a plusieurs outils qui vous permettent de mettre en place des actions opérationnelles. Donc, nous avons par exemple le contrat territorial, donc qui est un outil de l'agence de l'eau qui va peut-être changer de nom en fonction des agences de l'eau qui suivent votre bassin. Ça peut être contrat de rivière, contrat de milieu, voilà. Ça a différents petits noms. Les modalités peuvent être un petit peu différentes aussi d'un bassin hydrographique à l'autre, hein, d'une agence de l'eau à l'autre. Mais voilà, c'est un outil opérationnel généralement des agences de l'eau. Euh, c'est un, c'est c'est un outil à l'échelle du bassin versant. Donc, soit s'il y a un sage, ça peut être à l'échelle du sage. S'il n'y a pas de sage, ça peut être à d'autres échelles du bassin versant, parce que tout le territoire hein, n'est pas couvert par un sage. Les SDAGE identifient des zones prioritaires où il doit y avoir des sages. Je ne vous l'ai pas dit, mais voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on tend quand même à avoir de plus en plus de sages. En tout cas, nos territoires sont quand même bien couverts par des sages. Donc le contrat peut être donc à l'échelle de ce sage ou à une échelle plus petite. Alors même s'il y a un sage, quelquefois, il peut y avoir plusieurs contrats territoriaux en fonction des sous-bassins versants. Donc ça, en fait, le contrat territorial, ça lie des maîtres d'ouvrage à des financeurs. Donc, les maîtres d'ouvrage, ça peut être une collectivité territoriale, une commune, ça peut être des associations comme les fédérations de pêche, les conservatoires d'espaces naturels ou toute autre association locale, hein, il n'y a pas de souci. Et ça, voilà, c'est différents maîtres d'ouvrage qui proposent des actions afin de restaurer un milieu, de mettre aux normes ces installations. Enfin voilà, il peut y avoir différentes actions. C'est limité dans le temps, c'est-à-dire que les maîtres d'ouvrage s'engagent à le faire. Alors généralement, c'est sur un temps de 5 ans, c'est pareil, ça dépend un petit peu des agences de l'eau, mais voilà, sur un temps limité. Donc on a un certain nombre d'années pour mettre en place l'action qu'on a proposée. Et donc tout ça, c'est pareil hein, dans cet objectif lié à la DCE, d'atteindre du bon état des eaux. Et donc, dans ce contrat territorial, donc on désigne les maîtres d'ouvrage, les projets retenus et les modes de financement, les échéances. Ça lie un petit peu généralement l'agence de l'eau et les régions au financement donc, de ces actions. Ça assure un peu le financement de ces actions. C'est un protocole qui est plutôt politique et moral. Si l'action n'est pas réalisée, il n'y a pas de contrainte juridique. Hein. Vous n'êtes pas attaquable parce que vous n'avez pas mis en place l'action. Surtout que quelquefois, souvent même, quand même, les contrats sont signés entre deux périodes électorales. Et comme c'est 5 ans, quelquefois, on peut changer d'élu sur le territoire et donc ne plus avoir les mêmes priorités. Les contrats territoriaux sont pilotés par des comités de pilotage qui sont composés également donc d'élus, d'usagers. Voilà, on retrouve un petit peu toujours les mêmes personnes de l'État également. Ça peut, si le contrat est calqué sur le SAGE, enfin si les limites du contrat sont calquées sur celles du SAGE, on va retrouver à peu près les mêmes composants que dans la clé. Parfois, il y en a moins, parfois, il y en a plus. Mais généralement, voilà, c'est très similaire. Ensuite, vous avez le schéma directeur d'alimentation en eau potable. Donc là, qui va être, c'est la collectivité hein, qui commande et donc finance ce schéma directeur d'alimentation en eau potable, pardon, souvent avec l'aide de l'agence de l'eau, en tout cas pour l'aspect financier. Donc, l'objectif, c'est de garantir une alimentation potable et sécurisée et durable avec une vision quand même à plus ou moins long terme, moyen terme, on va dire 10 à 20 ans.
C'est donc c'est la collectivité hein, qui pilote cette étude, qui est réalisée généralement par un bureau d'études. Donc on réalise un diagnostic pour savoir ben, l'état des réseaux, la vulnérabilité pardon, des réseaux, les capacités des ressources du territoire. Après, on va réaliser une projection des besoins, donc en fonction de la population, en fonction de l'économie et en fonction de la saisonnalité. Et puis, on va réaliser des programmes d'investissement. Donc, voilà, comme on aura identifié au diagnostic, est-ce qu'il y a besoin de renouveler certaines parties du réseau, de le sécuriser, de créer des interconnexions, etc. Et puis après, on priorise les actions. Voilà, le schéma directeur d'alimentation en eau potable est validé donc par une assemblée au sein de la collectivité qui a commandé l'étude. Et ensuite, vous avez les documents d'urbanisme. D'accord? Donc, en document d'urbanisme, vous avez le SCOT, schéma de cohérence territoriale, et les PLU, PLUI, donc plan local d'urbanisme intercommunal ou non, en fonction du niveau auquel vous le faites. Donc, le SCOT, c'est un rôle stratégique hein, à l'échelle intercommunale. Ça fixe des grandes orientations d'aménagement. Et donc, les enjeux de l'eau vont être intégrés, notamment pour la préservation des ressources, captage, nappe, zone humide, la gestion quantitative, quelles sont une projection sur les consommations futures, et bien sûr la prévention du risque inondation. Donc, ruissellement, retrait-gonflement des argiles. Le SCOT va fixer le cadre stratégique qu'on donne au PLU ou au PLUI. Et lui, le PLU va arriver à le traduire en fait par des règles concrètes et opposables. D'accord? Donc, voilà, ça va donc déterminer des zones. Hein. Le PLU, lui, va déterminer des zones, donc les zones constructibles ou non, les zones de prescription pour la gestion des eaux pluviales, infiltration, nous, bassin, l'imperméabilisation, la protection des captages, d'accord, des zones humides, des corridors écologiques, tout ça c'est identifié dans les PLU, et aussi les contraintes liées aux risques naturels, donc les inondations et les mouvements de terrain. Ces deux documents, ils doivent être compatibles avec le SDAGE, d'accord, et s'il y a un SAGE sur le territoire, il doit être compatible avec le SAGE également. Donc voilà, l'ensemble, donc c'est un objectif d'urbanisme hein, durable. Voilà, l'idée c'est vraiment de voir aussi à plus long terme pour économiser la ressource, limiter les pressions sur les milieux aquatiques et bien sûr s'adapter au changement climatique. Éviter, c'est important pour les communes hein, pour donc, maîtriser l'urbanisation afin d'éviter la surexploitation de l'eau. On le voit, il y a de plus en plus de communes qui ont retiré des zones qui étaient constructibles parce qu'elles avaient peur ou parce qu'il y avait une incapacité en tout cas à fournir ces territoires, enfin ces potentiels territoires en eau. Voilà, c'est aussi pour un objectif de réduire les coûts liés à l'assainissement avec un étalement urbain trop important. Prévenir aussi contre les inondations et les dégâts liés aux inondations et au ruissellement. Et puis, donc, tout ça pour renforcer, en fait, la résilience des territoires. Quel est donc, j'espère que voilà, ces outils, ces différents outils sont un peu plus clairs pour vous. Voilà, je sais que c'est pas forcément évident de bien comprendre l'articulation des uns et des autres. Mais c'est des outils qui sont essentiels, je vais vous parler maintenant du rôle donc, des collectivités locales dans ces différents outils.
Donc, on va commencer par les compétences. Donc, quelles sont les compétences des collectivités locales? Donc, tout d'abord, une compétence liée à l'eau potable, avec la production, le captage, le traitement de l'eau potable, son transport, son stockage et bien évidemment sa distribution. Et puis aussi la surveillance et la qualité donc, sanitaire de l'eau potable. Ensuite, il y a l'assainissement, donc à travers les réseaux d'eau usée, les stations d'épuration et bien sûr la conformité réglementaire aussi pour les, les assainissements non collectifs. Il y a aussi une partie, une compétence liée à la gestion des eaux pluviales urbaines, donc comment on gère les ruissellements, quels sont les ouvrages pluviaux, quelles sont les zones à désimperméabiliser, notamment avec des solutions fondées sur la nature, comment on gère l'eau pluviale avec des solutions fondées sur la nature. Et la compétence GEMAPI, qui est donc cette gestion des milieux aquatiques avec notamment l'entretien des cours d'eau et des zones humides, et puis la prévention des inondations avec éventuellement la restauration de digues ou d'ouvrages, ou aussi la restauration, et surtout ce qui est intéressant, la restauration de milieux humides. Donc, comment sont réparties ces compétences? Alors, les communes, elles ont un rôle historique et elles peuvent conserver certaines fonctions, notamment pour les petits réseaux d'eau ou pour le pluvial qui n'a pas été transféré. C'est vrai que beaucoup de compétences sont transférées aux EPCI, donc aux communes, aux agglos et aux métropoles. Notamment la compétence eau et assainissement, qui est une compétence obligatoire. Elles sont souvent en charge de la gestion pluviale des eaux urbaines et également elles portent généralement la GEMAPI. La GEMAPI est aussi, suivant les territoires et s'il existe, déléguée à un syndicat. Donc c'est là qu'on vient aux syndicats intercommunaux ou aux syndicats mixtes. Donc, quelquefois, les syndicats sont aussi en charge donc, de la production, du traitement et des réseaux d'eau, d'alimentation en eau potable, hein. Ils portent très fréquemment donc, la GEMAPI, bien que beaucoup de collectivités de PCI gardent cette compétence-là. Mais voilà, s'il y a un syndicat sur le territoire, c'est souvent transmis au syndicat. Et puis, les syndicats peuvent avoir une expertise technique un peu plus renforcée, donc accompagner les communes et les intercommunalités sur ces questions de gestion de l'eau. Les départements, les régions, les agences de l'eau, je ne l'ai pas noté, mais les agences de l'eau aussi, ont un soutien financier et technique et également un soutien pour les projets plus structurants. Donc, c'est eux qui vont plutôt s'occuper des projets plus structurants comme les barrages ou voilà, la solidarité entre les territoires. Voilà. Donc, l'agence de l'eau aussi accompagne sur ces aspects-là. Vous pouvez avoir l'OFB aussi, alors moins sur un plan financier, l'OFB, mais sur un plan un peu plus technique, voilà, qui peuvent vous accompagner également sur la restauration d'une zone humide, ou d'un cours d'eau, d'une raie de piscine. Enfin, voilà, il peut y avoir des accompagnements comme ça. Donc, après, quel est le rôle des élus dans la planification? Donc, les élus, ils vont bien sûr définir les orientations politiques, garantir donc cette continuité, la continuité et puis la qualité du service, notamment pour tout ce qui est eau potable. Et bien sûr, assurer l'équilibre financier. Et puis pour les politiques territoriales, elles vont élaborer et mettre à jour les schémas directeurs, donc pour l'eau, l'assainissement et le pluvial. Elles vont prioriser les investissements, donc où on met quel argent en fonction de nos priorités, en fonction de ce qu'on a pu identifier sur notre territoire. Et puis, bien sûr, intégrer l'eau donc dans les documents de planification, dans les documents d'urbanisme, comme dans les PLUI ou les PAPI. Et puis, bien sûr, ça veut dire coordonner hein, les différents usagers
avec donc l'agriculture, l'urbanisme, la biodiversité, la prévention des risques. C'est prendre en compte l'ensemble de ces thématiques pour la gestion de l'eau. Donc, c'est pour ça que la gestion de l'eau, c'est quand même complexe, c'est que ça fait appel à beaucoup de thématiques. Et puis, pour la gouvernance territoriale, les élus, ils vont être bien sûr représentants dans les syndicats intercommunaux ou syndicats mixtes que j'évoquais tout à l'heure. C'est bien sûr composé d'élus qui prennent les décisions, donc appuyés par une équipe technique, mais c'est quand même les élus qui prennent les décisions. Les élus donc siègent dans les commissions locales de l'eau, dans les SAGE, également dans les comités départementaux de l'eau. Donc là, c'est dans le cadre des arrêtés 4 sécheresse. Les élus sont bien sûr présents dans les comités de bassin. Ils vont aussi avoir un rôle donc, pour une coopération intercommunale, donc une solidarité amont-aval. Voilà, histoire de la solidarité amont-aval, c'est préserver l'aval, les têtes de bassin versants, pardon, pour s'assurer qu'il y ait toujours en fait de l'eau en quantité et en qualité suffisante aussi à l'aval. Et puis les élus ont bien évidemment un rôle important dans la gestion des crises au moment des sécheresses et des inondations. Donc, pour un petit peu synthétiser ce rôle des élus, donc les collectivités sont bien sûr des acteurs centraux du cycle local de l'eau. Ils pilotent les stratégies et les services assurent la mise en œuvre. Voilà, donc les intercommunalités, voilà, les agents techniques vont assurer la mise en œuvre, mais par des stratégies pilotées par les élus. Les intercommunalités, donc les Comcom, les communautés d'agglo, les métropoles sont vraiment désormais le niveau un peu clé de la gestion de l'eau. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est important d'avoir une gouvernance territoriale cohérente et impliquée pour réussir à mettre en place des politiques de l'eau pour que en tout cas que les politiques de l'eau soient une réussite. Donc, j'arrive à la fin de ma présentation. Si je conclus un petit peu, on voit que l'eau, c'est un bien commun à préserver, que les collectivités sont vraiment des actrices clés de la gouvernance de l'eau et qu'il existe donc des outils concrets qui permettent d'agir localement. Voilà. Donc,